C'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Mesdames et messieurs, votre émission RDC Environnement, des questions environnementales et du développement durable. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Nous habitons dans un monde de plus en plus chaud où les conflits et leur lot de réfugiés prolifèrent, un monde dans lequel les sociétés poursuivent leur course effrénée et aveugle à la surconsommation. La réalité des dérèglements climatiques et le besoin impérieux d'agir à la mesure de l'enjeu nous concernent tous sans exception. Propos du photographe français Yann Arthus Bertrand. Si le monde ne comprend pas l'ampleur de la question du changement climatique à travers ce qui est dit, en tout cas, il le comprendra au moins par ce qui arrive. Et ce qui arrive, ce sont les conséquences des changements climatiques, car le monde se réchauffe progressivement et l'heure de discussion est terminée. Il faut donc agir, sinon le monde va continuer à courir sa propre perte. 41,2 degrés Celsius, c'est le seuil de température atteint ce mercredi 24 juillet 2019 à Bordeaux. En France, en Allemagne, 40,5 degrés Celsius, en Belgique, 38,9 degrés Celsius et 38,8 degrés Celsius aux Pays-Bas. La canicule qui frappe donc les pays de l'Europe du Nord-Ouest a poussé la France à placer plusieurs de ces départements en alerte rouge et 20 au total, ce qui marque, n'est-ce pas, l'enjeu du problème. Des signes avant-coureurs, bien sûr, du danger qui guette la planète Terre. Selon Claire Niels, porte-parole de l'Organisation mondiale de la météorologie, les canicules que connaît, n'est-ce pas, l'Europe sont la marque des changements climatiques. Mais les sceptiques doutent encore et toujours de l'existence de ce phénomène des changements climatiques. Voilà pourquoi il est impératif aujourd'hui et important que nos villes et cités soient des villes et cités durables. Elles doivent à cet effet contenir des petites forêts ou encore des petits boisés qui vont permettre de réguler le climat au sein de ces villes. Je vous laisse suivre cet élément de reportage qui nous plonge, n'est-ce pas, dans la durabilité des villes et cités modernes, des villes et cités écologiques. Regardez. Les changements climatiques frappent de plein fouet les villes et cités urbaines, avec toutes les perturbations de différents ordres. Pour les scientifiques, il est impérieux de penser à des villes et cités durables où il fait beau vivre. Il faut donc créer des villes plus résilientes et durables, et la notion de la durabilité renvoie à la prise en compte des intérêts des générations présentes et futures. La notion de durabilité nous renvoie à la satisfaction des besoins actuels, tout en pensant aussi aux besoins des générations futures, n'est-ce pas? C'est-à-dire donner la chance pour l'exploitation actuelle, tout en envisageant les générations futures. Donc ça, économiquement parlant, ou en termes de l'éco-développement, on parle d'éviter l'endettement écologique. Pour avoir des villes et cités durables, les forêts et les espaces verts peuvent aider à atteindre cet objectif et à relever les défis associés à une population urbaine en hausse. Les forêts urbaines, très souvent, on entend parler de boisés, des petits boisés. C'est-à-dire des petits boisés parce qu'on ne peut pas avoir des grandes forêts dans une ville, mais on voit plus de petits boisés. Donc, dans les petits boisés, on peut rencontrer petits boisés sur des routes ou sur un terrain déjà prédisposé, ou même dans des résidences. On peut trouver des petits boisés. Au cours d'un forum mondial sur les forêts urbaines tenu du 28 novembre au 1er décembre 2018 à Mantova en Italie, Hiroto Mitsugi, sous-directeur général de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, chargé des départements des forêts, déclarait qu'il est essentiel et urgent de mettre en place des modèles plus durables de croissance urbaine. Pour arriver à un tel résultat, il est nécessaire d'approuver des solutions pour les forêts urbaines avec comme objectif créer des villes plus écologiques et plus saines. Ce qui revient à dire que les hommes doivent arriver à chérir les arbres pour changer la nature des villes. C'est ici qu'intervient le rôle de la foresterie urbaine pour un avenir plus écologique, plus sain
et plus heureux. La métropole orientale a végétalisé déjà 30% de sa superficie. Donc ce qui donne en moyenne 16 000 arbres en moyenne au kilomètre carré. Là je dis bien au kilomètre carré. Donc cela sous-entend que chaque parcelle, chaque résidence peut avoir 4 arbres. N'est-ce pas? Et une notion qui a été tout à fait aussi importante, c'est que si chaque parcelle a 4 arbres, donc pour remplacer ne fût-ce qu'un arbre, il faut $700. Maintenant, chaque arbre, que ce soit au niveau de résidence, que ce soit au niveau de petits boisés, vous donne plus ou moins $8 l'an. Donc économiquement parlant, nous disons, il est difficile et très dangereux de donner une valeur monétaire à un arbre parce que déjà un arbre nous rend le service au-delà de ce que nous attendons parce qu'il nous donne d'abord par rapport aux besoins essentiels, comme on dit fondamentaux, mais en plus la santé et sans ignorer les autres taxes, ainsi de suite, que l'arbre nous procure. Selon les écologistes, les arbres peuvent aider à réduire les besoins en air conditionné de 30% et protéger les maisons du vent s'ils sont placés de manière adéquate autour des bâtiments. Mais un arbre adulte peut surtout absorber jusqu'à 150 kg de dioxyde de carbone CO2 par an et donc contribuer à atténuer les changements climatiques. Les zones vertes peuvent également avoir un effet positif sur la santé et le bien-être des personnes et peuvent aider à créer des sociétés plus cohésives. Sur le plan écologique, nous disons que l'arbre nous facilite la captation de précipitations, c'est-à-dire il capte les précipitations, il les garde, ils enfoncent dans le sol, c'est ce qui va dans l'optique d'humidifier le sol, de donner la chance à la nappe phréatique de garder de l'eau, n'est-ce pas? Mais aussi agit sur le microclimat du milieu. Agit sur le microclimat du milieu. Mais ce n'est pas seulement pas seulement ça, mais ça participe à la séquestration du CO2. Des solutions forestières désormais doivent faire partie intégrante de l'imagination de l'homme. C'est entre autres étendre le couvert forestier dans les villes, utiliser les bons arbres au bon endroit, tout en développant des programmes politiques qui vont promouvoir la création d'espaces verts et de forêts urbaines. Dans l'atmosphère, on rencontre même des CO2. Il y a certains éléments comme le méthane qui peuvent circuler, mais ne pas ignorer des particules dans la poussière, autres particules qu'on peut trouver. Or, dans d'autres particules qu'on peut trouver, on peut trouver des métaux lourds qui se retrouvent dans l'atmosphère. On peut les trouver, les métaux lourds. Mais ça, l'avantage, c'est que le fait d'abord de séquestrer les CO2, n'est-ce pas, et les garder, n'est-ce pas, il y a les autres particules, des poussières et les autres particules que l'arbre ou la plante saisit, retient. Et ça a directement de l'incidence sur la santé. Parce que si on n'a pas de l'arbre, toutes ces poussières et les autres particules seront inhalées par la population et la population est facilement exposée à des maladies cardiovasculaires. Et donc ça aussi c'est un avantage. Le troisième avantage, c'est dans le cadre de l'énergie bois. C'est-à-dire, en lieu et place d'avoir une pression humaine sur les écosystèmes, donc on réduit facilement au cas où on a besoin de bois de chauffe. Vous voyez que ça contribue énormément. Les environnementalistes pensent qu'il faut faire la promotion des jardins communautaires, de l'agriculture urbaine et des forêts alimentaires urbaines, en augmentant le nombre de bâtiments écologiques et de forêts verticales et encourager l'installation des toits verts. Il est vrai que nous avons une grande potentialité en termes de forêts et cela ne nous empêche pas que nous puissions organiser de manière bien zonée, par exemple la ville. Je parle vraiment de la ville de Kinshasa pour le moment. Par exemple, la ville de Kinshasa bien zonée et structurer la ville, donner la chance, selon les dimensionnements parcellaires, la chance à ce que nous ayons et des arbres au niveau des résidences, des arbres au niveau des rues et même identifier certains sites où on peut avoir des petits boisés qu'on appelle des terrains pour les petits boisés. Et là, vous êtes capable
de faire la comptabilité environnementale. C'est-à-dire, vous savez, est-ce que réellement chaque parcelle en a autant, et telle rue en a autant, il y a des spécialistes qui sont en train de suivre et vous avez la facilité de les valoriser. C'est-à-dire, celui qui veut l'exploiter, qu'est-ce qu'il doit à l'État? Et l'État assure les contrôles. Là, il y a une organisation. Mais si chacun doit planter comme il veut, quel arbre qu'il est en train de planter, pour quelle finalité, et l'État ne connaît même pas. Donc, il y a un problème de bien zoner et bien organiser. Ça, vraiment au niveau, par exemple, de la ville, pour que nous ayons des petits boisés qui soient durables et qui peuvent contribuer à l'économie de la ville, province. En intégrant davantage les solutions forestières dans la planification urbaine, les forêts et les espaces verts peuvent aider à relever un grand nombre de défis. Vous l'avez entendu, il faut au moins un arbre par parcelle en dehors des espaces verts aménagés d'avance pour constituer des petits boisés, comme l'a dit le chef de travaux, bienvenu Bila Bila. Il est donc possible pour la République démocratique du Congo de demeurer ces poumons de la planète grâce à ces forêts qui jouent un rôle régulateur du climat mondial. Mais la RDC, ce n'est pas seulement les forêts, mais aussi et surtout beaucoup d'autres ressources indispensables qui concourent à plusieurs autres bienfaits pour la planète tout entière. C'est le cas des ressources génétiques dont les pays disposent dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Il y a quelques jours, le pays a officiellement lancé le projet APA, accès aux ressources génétiques et partage des avantages en conformité avec le protocole de Nagoya sur la diversité biologique bien sûr, et la valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutracéutiques. Grâce à ce projet, les communautés locales vont trouver les dividendes de leur savoir-faire ancestral dans la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Le lancement de l'APA a eu lieu au cours d'un atelier de 2 jours. Voici les détails dans ce reportage. Je déclare ouvert l'atelier national de lancement du projet de mise en œuvre effective du processus d'accès et de partage des avantages et valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutracéutiques en République démocratique du Congo. C'est parti. Le projet d'accès aux ressources génétiques et partage des avantages en conformité avec le protocole de Nagoya et la valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques est désormais effectif en République démocratique du Congo. Avec ces 3 composantes, à savoir l'élaboration des mesures d'application de l'APA, lesquelles sont des parties connexes de la loi sur la conservation en RDC, la sensibilisation sur le protocole de Nagoya et le renforcement des capacités pour les parties prenantes en RDC et la valorisation de plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques à haute valeur ajoutée. L'APA entend renforcer les capacités institutionnelles, mettre en place des stratégies d'action et de règlement d'application des lois existantes. Non seulement les pays utilisateurs, mais aussi et surtout les pays producteurs doivent tirer les bénéfices des ressources génétiques dont ils disposent, a indiqué le directeur de la division du développement durable au ministère de l'Environnement. Autrement dit, le protocole de Nagoya veille à ce que les richesses générées par l'utilisation des ressources génétiques ne profitent pas seulement aux pays utilisateurs de ces ressources, mais qu'elles profitent aussi aux pays dont ces ressources sont issues. En particulier, ces richesses devront profiter aux communautés locales qui ont assuré la conservation des dites ressources. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la direction du développement durable, en tant que structure du secrétariat général du ministère de l'Environnement et du développement durable, a comme mandat notamment le suivi de la mise en œuvre des conventions dites les conventions des Rio, dont la Convention sur la diversité biologique et le protocole y-relatif. Le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques insiste sur le partage juste et équitable des bénéfices y afférents.
C'est sur quoi le président de l'Action d'aide sanitaire et de développement aux plus démunis, AASD, agence d'exécution du projet, a évoqué les engagements pris par la RDC dans le domaine, avec comme objectif quant à ce projet, améliorer les bien-être des communautés locales congolaises. La RDC est un sanctuaire écologique de la biodiversité et l'un des poumons de l'humanité. Disposant de ressources forestières et biologiques immenses, incommensurables et incomparables, qui constituent sans conteste un atout indéniable pour son développement socio-économique et environnemental. Fort de ce statut environnemental et par souci de respect des engagements pris au niveau international, notre pays se veut un bastion de gestion durable de la biodiversité. Ce projet, mise en œuvre effective du protocole de Nagoya et valorisation des plantes à valeur ajoutée en République démocratique du Congo, constitue à juste titre une réponse claire de notre pays, la République démocratique du Congo, aux engagements sus-évoqués. Engagements consistant à 1. Assurer la gestion durable de la biodiversité à l'instar des ressources génétiques et savoirs traditionnels. 2. Lutter contre la pauvreté des communautés locales fournisseurs des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. 3. Promouvoir certaines plantes à valeur ajoutée en vue de booster le développement socio-économique des populations locales. C'est donc un projet qui s'inscrit dans la politique du gouvernement congolais, visant non seulement à redorer le climat des affaires en lien avec l'utilisation des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés, mais aussi à garantir la sécurité juridique au travers de la mise en place de mesures réglementaires et stratégiques susceptibles d'assurer le partage juste et équitable des avantages y découlant. C'est grâce au soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial à travers l'ONU Environnement que ce projet du gouvernement congolais a pris corps. Pour les représentants de l'ONU Environnement, la responsabilité dans la gestion des ressources génétiques doit être une approche multisectorielle. Amadou Bouhari a attiré l'attention des parties prenantes sur l'existence de la biopiraterie, qui est une appropriation illégale des connaissances et des ressources. Il revient à vous, les différents acteurs ici présents, à faire en sorte que vous matérialisez dans les faits la mise en œuvre de cette décision politique extrêmement importante. Si on ne le fait pas, on va rater le rendez-vous de l'histoire, car nous exposerons le pays à ce qu'on appelle la biopiraterie, mais à toute forme d'abus. Parce que la pression va venir, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité parce que vous disposez des ressources. Et la communauté internationale a fait ses devoirs en mettant en place un cadre réglementaire qui devrait coordonner et définir les rapports entre les détenteurs des ressources génétiques et ceux qui doivent l'utiliser. Ce cadre réglementaire et institutionnel, le présent projet vise à accompagner la République à mettre ça en place. Et c'est pour cela le rôle de tout un chacun, dans sa sphère de compétences et de responsabilités, est extrêmement importante. Je vous avoue que la pression et la ruée vers les ressources génétiques dans les années à venir seront source de conflits, seront source des intrigues et
des différentes manipulations pour y accéder. Parce que le monde des affaires a investi pour mettre en place des laboratoires, pour mettre en place des firmes qui ont besoin des ressources naturelles. Et tout comme les États, dont je nommerai pas le nom, sont en train de se battre à travers des conflits téléguidés à survivre, ces firmes vont essayer de survivre en faisant tout de leur pouvoir pour accéder aux ressources naturelles que regorgent vos pays. C'est donc une responsabilité commune. C'est une responsabilité à votre main aujourd'hui pour veiller à ce que les générations futures puissent trouver un cadre légal, institutionnel, qui peuvent les permettre de protéger leur patrimoine naturel. La lutte contre la pauvreté des communautés locales qui fournissent des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés est le maître mot de ce projet. Mike Ipanga, point focal national de la Convention sur la diversité biologique, pense que les intérêts de communautés locales doivent être mis à l'avant-plan dans ce projet. C'est vraiment un projet porteur d'espoir, dans la mesure où il va contribuer à donner des avantages aux communautés locales qui assurent la conservation des ressources génétiques de notre pays. Dans la mesure où ces ressources génétiques sont de plus en plus sollicitées pour la fabrication des médicaments, pour la fabrication des produits cosmétiques et pour la fabrication d'autres produits que les hommes utilisent. De par le passé, l'accès à ces ressources se faisait de manière tout à fait désordonnée et les communautés ne tiraient aucun bénéfice de l'utilisation de ces ressources génétiques. Mais désormais, avec ces projets, nous allons mettre en place des mesures réglementaires, nous allons mettre en place des mesures administratives qui vont faire que l'accès à ces ressources sera payé et ce que les utilisateurs de ces ressources paieront comme contribution sera reversée aux communautés locales pour leur développement, pour tout ce que ces communautés peuvent acquérir. Donc c'est vraiment un projet qui va beaucoup contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations qui sont les gardiens de la biodiversité. Au cours des échanges, il a été d'abord expliqué le fondement de la Convention sur la diversité biologique avant de faire un aperçu sur le cadre juridique congolais relatif à l'APA et le contexte, objectifs et résultats du projet. Voilà, restons encore dans les questions des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, parce que les pays en disposent réellement, selon les scientifiques des universités de Leeds au Royaume-Uni et de Kisangani ici en RDC. Les tourbières du bassin du Congo retiennent jusque-là plus de 30 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, CO2. Ce sont donc des écosystèmes à protéger à tout prix et des espaces exclus à toute exploitation industrielle, soit du bois ou encore de l'agriculture. Au cours d'une expédition scientifique organisée par Greenpeace Afrique, où les journalistes scientifiques aussi ont donc vécu cette expérience, il a été donc découvert cet écosystème capital pour l'équilibre climatique. Nous avons posé la question au professeur Corneille Ewango de l'université de Kisangani sur le bien fondé même de cet écosystème unique en son genre et l'intérêt pour la République démocratique du Congo de les protéger et pour quels bénéfices. Voici les réponses du professeur Ewango dans cette interview que nous avons réalisée avec lui. C'était à l'Équateur, plus précisément dans les territoires d'Ingende, au campement d'Mpeka. Suivez. Nous sommes en train de continuer toujours dans la même perspective de l'exploration scientifique des tourbières. Et si nous sommes venus ici, c'était pour vérifier entre les deux rivières, donc les tourbières interfluviales, entre la rivière Ruki et la rivière Boussira. Et nous pensons que
s'il y a des tourbières et des tourbes ici, il serait formé, le processus de formation serait un peu différent de ce que nous avons exploré des deux sites et aussi du Congo-Brazzaville. Et c'est là par le fait qu'il se retrouve entre deux rivières, donc la formation de base serait partie de l'érosion des sols et ensuite il y aurait une accumulation progressive de matières organiques. Alors cette tourbe serait différente des autres tourbes que nous avons explorées et si cela se vérifiait, ça va se ressembler à des forêts de tourbières qui se sont développées, qui sont découvertes aussi dans la forêt de l'Amazonie, dans le bassin de l'Amazonie. Et c'est ça la raison qui nous a menés dans ce site de la rivière Ruki pour faire un transect qui va joindre la rivière Boussira. Et nous sommes heureux de voir que non seulement ça, mais quand nous avons commencé les prospections, les premières prospections sont bonnes, ils sont encourageantes, très positives, qu'à 500 mètres de la rive, donc du bord de la rivière, nous sommes arrivés à avoir une tourbe qui va en profondeur de plus de 1 mètre. Alors que ça serait un peu légèrement un peu profond à cause du rivage, mais ici on voit que déjà à 500 mètres, il y a des couches d'accumulation importante de la tourbière. Ainsi, nous voudrions maintenant passer, sachant que la forêt à l'intérieur doit être comme un bassin, donc ça serait un peu plus profond. C'est pourquoi nous calculons à vol d'oiseau entre les deux rivières environ 20 km. Alors nous voudrions avoir un transect perpendiculaire entre les deux rivières pour arriver au centre de cette forêt de tourbières de deux rivières, donc aller prélever jusqu'à 10 km du bord de la rive de part et d'autre pour tenter d'estimer la profondeur et évaluer les quantités de la tourbe qui serait dans cette partie des forêts de tourbières du bassin du Congo qui constitue comme un peu la partie nord-est de la zone délimitée des tourbières. Alors professeur, certains pensent que l'environnement c'est un placement sûr qui peut générer des ressources financières importantes. Et les tourbières, est-ce qu'elles font partie de ces placements qui peuvent générer des ressources importantes pour le pays? Bien sûr que oui. La forêt ne produit pas que des bois. La forêt ne produit pas que les animaux, les mammifères que nous dégustons dans nos marmites. Mais il y a aussi la forêt, nous appelons ça forêt de tourbières. On commence par forêt, donc un écosystème forestier. Nous, Congolais, nous devons comprendre les bien fondés, les revenus que nous tirons de nos forêts. Mais ici, pour les tourbières, il y a un aspect particulier que nous appelons les services écosystémiques. Donc actuellement, il y a des revenus qui peuvent être régénérés par le paiement des services écosystémiques que nous pensons les pays pollueurs doivent contribuer à payer pour que nous puissions sauvegarder ces habitats. Donc, parmi ces services écosystémiques, il y a le marché de carbone. Donc, nous pensons que le pays peut bien négocier dans les forums internationaux à avoir un peu plus d'argent dans le marché de carbone afin de développer des activités alternatives, des alternatives économiques aux communautés locales en faveur de la protection de ces tourbières. Donc, une grande revenu que peut régénérer les tourbières pour les pays et pour les communautés, c'est à travers le paiement des services écosystémiques, donc le carbone qui constitue l'élément le plus dangereux au réchauffement climatique. Voilà, c'était donc là le professeur Corneille Ewango, professeur à l'université de Kisangani, qui parlait du bien fondé des tourbières du bassin du Congo, leur importance, mais aussi qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut tirer comme bénéfice de la protection de cet écosystème vital pour l'équilibre écologique. Comment les communautés locales peuvent-elles introduire des recours sur les projets financés par les banques multilatérales une fois que ces communautés remarquent que ces projets peuvent avoir ou ont un impact quelconque sur le plan environnemental ou social? Plusieurs banques ont mis en place un mécanisme de recours sur les projets et au cours d'un forum organisé au siège de la Banque africaine de développement BAD à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été question de se rendre compte de l'efficacité de ce mécanisme et comment améliorer le fonctionnement des règles.
Maître Eric Kassongo, coordonnateur du Centre congolais du droit du développement durable CODED, a pris part à ces assises et nous fait une restitution dans cette interview que nous avons réalisée avec lui. Regardez. Ce sont des réunions qui sont internes, qui ne sont pas ouvertes à la société civile, mais exceptionnellement cette année, ça a été ouvert à la société civile, à une frange de la société civile africaine, et nous sommes heureux d'avoir participé aux côtés d'autres collègues des ONG africaines et aussi certains collègues de la RDC à cette Assemblée générale où il était question que ces mécanismes soient expliqués aux organisations de la société civile qui travaillent aux côtés des communautés, de manière à les aider au moment opportun à pouvoir soumettre leurs requêtes dans le respect des règles strictes qui gouvernent ces mécanismes indépendants des banques multilatérales. Au fond, de quoi il s'agit par rapport à ces mécanismes d'inspection des projets? Quelle est la teneur? Quels sont les aspects qui sont évoqués par rapport à ça et en marge des projets bien sûr financés par ces banques multilatérales? Bon, le problème qui est là, c'est le problème d'assurer une meilleure réponse aux problèmes posés par les communautés. Il est souvent constaté que lorsqu'un projet se développe au niveau d'un pays et que ce projet implique une banque multilatérale, les autorités locales ont tendance à décliner toute responsabilité par rapport aux impacts, soit environnementaux, soit sociaux, parce que le projet est piloté par une instance, une institution financière internationale, donc une banque multilatérale. Et donc souvent c'est difficile pour les communautés qui sont victimes ou qui sont potentiellement victimes des impacts que pourrait poser un projet quelconque, ça peut être un projet d'infrastructure, de pouvoir faire entendre leur voix. C'est comme ça que la Banque mondiale, qui est pionnière dans ces domaines, avait mis en place son mécanisme interne d'inspection qui puisse être à l'écoute des communautés et des plaintes qu'elles peuvent formuler de manière à y apporter des réponses claires. La Banque mondiale a été suivie par de nombreuses autres banques multilatérales, notamment la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement et plus récemment le Fonds vert climat, sans oublier d'autres banques importantes telles que la Banque européenne d'investissement, qui eux tous interviennent activement au niveau de l'Afrique et dans le monde dans des projets de construction des infrastructures, soit routières, soit énergétiques, qui peuvent avoir un impact sur les communautés. Et donc, ces banques ont mis en place des mécanismes similaires à celui que la Banque mondiale a mis en place pour pouvoir être à l'écoute de toutes les plaintes qui sont formulées par les communautés. Mais puisque les communautés, c'est généralement des gens incultes qui ne savent pas souvent lire et écrire, leur message est souvent relayé par des organisations non gouvernementales qui sont plus aguerries, plus à même de comprendre le discours et même de transmettre leurs desiderata au niveau. Il était question que justement ces mécanismes-là soient expliqués de manière plus ouverte à un large groupe des organisations de la société civile africaine. Ce sont des mécanismes qui existent depuis belle lurette, dont on ne fait pas suffisamment la vulgarisation auprès de ceux qui en ont besoin. Un pays comme la République démocratique du Congo, où il y a plein de projets qui se développent, que ce soit dans les secteurs miniers, dans les secteurs des infrastructures, ou encore dans la construction de grands barrages hydroélectriques, tels que Inga, est forcément confronté à des questions d'impacts sociaux et environnementaux. Et donc, si il est avéré qu'une banque est impliquée effectivement dans un projet, c'est tout à fait normal qu'une communauté décide d'entamer une procédure auprès de cette banque-là, mais elle doit maîtriser comment fonctionnent ces mécanismes internes. Et c'était ça la question vraiment essentielle autour du fonctionnement de ces mécanismes et de ses faiblesses. Parce qu'il faut dire que les mécanismes existent, mais n'est pas parfait. Il fallait discuter autour de ça et armer les représentants de la société civile de tout ce qu'il y a comme outils pour pouvoir faire fonctionner ces mécanismes en faveur des communautés.
Mesdames, Messieurs, voilà qui boucle complètement cette émission RDC Environnement. Merci à Fanfan Makitou, merci à Naomi Makwela, merci à Patience Vumilia, merci également à Jocelyn Baba, mais aussi à Guilhem Mouzembe de Gonzac. Et merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Merci également à vous, Madame, Messieurs, de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous avec les questions environnementales, c'est la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et prenez soin de vous.